Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux. Nos essais, vous connaissez. Aujourd'hui, parcours Occitanie. Alors, le parcours, vous le connaissez. On part de Toulouse, on monte à Caussade, première étape. On file Caussade-Rodez et ensuite, dernière étape, Rodez-Albi, Albi-Toulouse. Une boucle d'un peu plus de 300 et quelques kilomètres, 350 quasiment, avec un camion vert. Alors, vert écolo, oui, il est au gaz naturel comprimé. C'est pas du liquéfié, c'est du comprimé. Et c'est le nouveau modèle de chez Scania, le 460 chevaux. On va voir tous les détails de ce camion. On est chargé à 40 tonnes. On va faire la boucle. Côté cabine, une cabine R, donc la cabine plus basse, et une finition, vous allez voir, qui est pas mal du tout. On s'en dit plus dans un moment. Avant de prendre la route, on fait un petit tour du camion, histoire de voir ce qu'on va conduire aujourd'hui. Avant de vous faire la visite à l'intérieur du camion, petit tour à l'extérieur, vous voyez, la silhouette ne change pas. C'est une cabine R. Au fond, tiens, d'ailleurs, on a un S. Et vous voyez la différence, le S est bien plus haut. C'est une question d'emmarchement. Cette cabine, regardez à la portière, l'espace sur le S et l'espace sur le R. La cabine est positionnée plus bas. On a un emmarchement plus facile et moins haut. L'accessibilité sur le R est plus facile. Le volume intérieur, ça ne change pas grand-chose, mais en tout cas, une silhouette que l'on connaît. Le nouveau design, c'est pour bientôt. Ça arrive, c'est dans les tuyaux. On vous le présentera prochainement. Et reconnaître un gaz d'un diesel, c'est assez difficile au premier coup d'œil, puisque vous pouvez très bien avoir un 460 au gaz ou un 460 au diesel. Seuls les spécialistes auront remarqué qu'ici, j'ai une petite trappe, une découpe dans le carénage, tout simplement pour venir se connecter et avitailler en gaz comprimé. C'est important, vous le voyez là, comprimé, pas liquéfié, ce qui n'oblige pas les EPI, pas besoin d'équipement spécifique. Vous venez, vous pluguez, vous appuyez et ça recharge. Voilà. Ça, à l'utilisation, c'est quand même une grosse différence, si ce n'est qu'au niveau autonomie, avec un comprimé, vous irez moins loin qu'avec un liquéfié. Mais bon, ça, on en reparlera. Pour l'instant, passons à l'intérieur et vous allez voir, la qualité, là aussi, est au rendez-vous. On passe à l'intérieur de ce camion, histoire de faire le tour du propriétaire. Et premier coup d'œil, évidemment, on est bel et bien dans un Scania. Et un Scania haut de gamme. Ça a beau être la cabine R, donc je rappelle, petit tunnel moteur, c'est plus bas qu'un S, donc l'accès est plus facile. Perso, je préfère, mais hormis le tunnel moteur, le reste de l'environnement, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'ici, on n'est pas déçu. Volant cuir, sellerie cuir, coffre à l'arrière de la cabine, coffre devant, couchette généreuse et de qualité, frigo, coffre. On a tout ce qu'on peut trouver dans un camion moderne, dernier cri, avec, nouveauté, l'écran numérique. Alors c'est vrai, Scania a eu pas mal de bugs au départ, longtemps, enfin, pas mal critiqué sur les réseaux pour cette nouveauté, mais franchement, c'est top. Et là, vous avez réellement l'impression d'avoir un écran de télévision, un gros iPad comme écran central. Donc voilà, position de conduite, eh bien là encore, on est sur quelque chose que l'on connaît. Le Scania, on n'a pas de surprise. Ce volant, cette prise en main, très honnêtement, c'est un de mes préférés. La qualité est là, est au rendez-vous. Et les finitions, on est bel et bien sur du Scania. Les écrans numériques, c'est quand même un vrai plus. C'était quand même un peu old school, l'ancienne génération. Là, on est sur quelque chose qui correspond à notre époque et en tout cas à l'utilisation que l'on en fait aujourd'hui. C'est parti pour la première étape et vous savez, sur ce parcours Occitanie, eh bien, on démarre d'Eurocentre, le centre routier de Toulouse. Alors cette fois-ci, pas de la station à gasoil, puisqu'on est au gaz. Et d'ailleurs, particularité, eh bien, sur ces camions au gaz, c'est toujours dur d'avitailler à fond, enfin en tout cas de le remplir à 100%. On a essayé à plusieurs reprises et résultat, une fois bien la nuit passée, on n'est qu'à 80%, mais voilà, ça c'est les inconvénients du gaz. Donc pour connaître
Enfin, pour faire du plein à plein, disons que c'est difficile puisque suivant la pression du gaz, on n'aura jamais le même volume. Donc ça, c'est un petit problème. Donc à noter, on va se fier qu'à l'ordinateur et à la consommation instantanée. Voilà. Pour le gaz, on est obligé de prendre ses repères. On ne peut pas faire le plein à plein comme l'on fait au gasoil. Donc c'est à noter. Donc première étape, on démarre par cette grande côte. Alors je rappelle les règles. Hein. Nous sommes à 40 tonnes. Ici, on est exactement, pour être franc, à 38,9. Donc on est un poil moins que 40 tonnes, mais enfin, le concept, c'est 40 tonnes. Et avec ce 460 chevaux au gaz, disons qu'on ne va pas être au volant d'un avion. On sait très bien que les camions au gaz, eh bien, ce n'est pas les plus puissants du marché. Ça a d'autres avantages, on en parlera tout au long de ce test, mais c'est vrai que la puissance n'est pas, et le couple surtout, n'est pas le point fort de ces camions. Donc première étape, et on commence par cette fameuse côte sortie de Toulouse pour aller vers Montauban. Et la première surprise, ben, c'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. On part quasiment de zéro puisqu'on est en bas hein, avec, comment ça s'appelle, une grande côte sortie autoroute. Et dans la montée, je m'aperçois qu'on est sur le 10e rapport, 58, 60 km/h. Et bien déjà, c'est la première bonne surprise. En effet, première belle surprise. Hein. 2300 Nm de couple maxi, ça c'est ce qu'affiche le 460, mais par rapport au 410 que nous avions essayé il y a fort longtemps, c'est le jour et la nuit. On a monté cette grande côte à 60 km/h sur le 10e rapport et il n'a jamais rétrogradé. Pire, je ne suis pas encore tout en haut et je suis déjà en 12e à 75, 76 et il continue à monter, c'est phénoménal. Honnêtement, le déficit de couple qu'on connaissait jusqu'à présent avec ces camions au gaz, eh bien ici, en tout cas sur cette première étape exclusivement autoroutière, déjà ce point est validé parce qu'il y a un vrai changement et le 410, le 460, deux camions complètement différents. Concernant nos règles de conduite, vous connaissez, sur l'autoroute, on roule à 85 de façon à ne pas être gêné par les matières dangereuses et de ne pas être gêné non plus si on a une régule assez proche de celui qui va rouler à 89 ou 90 de façon à avoir le maximum de fluidité et surtout d'être le moins gêné possible de façon à assurer une neutralité suivant nos tests. Ça, ce sont les règles. Premier constat sur ce tronçon autoroutier, je file sur Montauban et le camion vraiment se laisse glisser. Je suis à 85 en overdrive, donc sur ce 13e rapport. Ça aussi, particularité, boîte de vitesse G25, c'est-à-dire cette fameuse 13 vitesses Scania. Et c'est vrai qu'en 12, on est sur un rapport 1-1, en 13, on est en overdrive, c'est-à-dire qu'on se laisse glisser. Et là, le constat est simple, 85 km/h, 900 tours minute. Incroyable. Ça file et surtout, il se met en éco-roll dès qu'il peut lâcher, clac, il descend à 500 tours, 600 tours et il laisse glisser le camion. Franchement, ça, plus le silence du moteur, croyez-moi, niveau confort et agrément de conduite sur le plat, je précise, dans des conditions faciles, c'est génial. Je vois déjà certains commentaires, le gaz c'est des poumons, etc. Évidemment, vous avez raison. Si on se base sur les anciens Scania 340 du siècle dernier, c'est vrai que depuis, ça a quand même pas mal évolué. Le 410 était déjà pas mal. Rappelez-vous, il nous avait très agréablement surpris avec des chiffres et un rendement plutôt correct. Mais ce 460, je dirais qu'il annonce la couleur. On verra, évidemment, on n'en est qu'au début du test, on verra ce soir à la fin. Mais en tout cas, premier feeling au volant, pour l'instant, c'est plutôt agréable. Pour être totalement transparent avec vous, peut-être vous l'avez remarqué sur certaines images extérieures, il pleut ce matin. Il vient de péter un orage au départ de Toulouse, c'est 8 h du matin, il vient de claquer un orage comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et sur les images extérieures, vous voyez du beau temps. Ben, tout simplement parce que généralement,
on tourne les images la veille, de façon à ne pas perturber le test. Et hier, il faisait à peu près beau, alors c'était mixte, mais enfin, on a eu quand même du beau temps. Et là, il vient de péter un orage sur Toulouse. Alors un peu plus haut, normalement, c'est mieux. Mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas le raccord météo, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne peux pas être en même temps au volant et dans la voiture devant en train de filmer. Comme généralement, c'est moi qui filme la plupart des choses. On a Xavier ou Nadège qui sont aussi dans l'équipe, Basile et Mohamed qui renforcent parfois notre équipe de tournage. Mais aujourd'hui, on est en version light, donc évidemment, je ne peux pas être au four et au moulin. Donc les commentaires, il pleut, il fait beau, rassurez-vous, tout est normal. Toujours pour la plus grande transparence dans nos essais, la pluie continue. On avait un gros orage sur Toulouse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, on arrive sur Montauban et ça pleut très fort. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le nombre d'accidents, Toulouse, Montauban, déjà 3 gros accidents. Comme quoi, les gens et la pluie, enfin en tout cas les voitures et la pluie, ça ne fait pas bon ménage. Mais bon, ça c'est un détail, ça ne nous a pas trop perturbé. En revanche, ce qui va avoir une incidence, c'est cette pluie sur les roues, hein. Évidemment, la consommation. Alors, quand on est avec un camion au gasoil, on a tendance à dire entre 1 litre jusqu'à 1,5 litre au 100 km/h de plus. D'ailleurs, vous le voyez sur vos consommations en été ou en hiver, eh bien, les moyennes ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un fait. Et si la pluie continue, alors normalement, ça devrait cesser un peu plus haut, mais si la pluie continue, évidemment, ça aura une incidence sur les chiffres, donc il faudra en tenir compte. Et comme à chaque fois, dans tous nos essais, on essaie d'être le plus neutre possible et de vous indiquer les conditions réelles. Mais c'est aussi le but, faire des essais en conditions réelles, parce que dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas à la chasse au record, vous êtes bien obligé de faire avec. Quand il pleut, quand il neige, et quand il fait beau, il fait beau. Voilà. Hier, on a eu de la chance pour les vidéos. Aujourd'hui, un petit peu moins pour la conso. C'est le jeu, on verra bien au final ce que ça donne. Autre point important, pour ceux qui connaissent le parcours, sur la zone Montauban, on est toujours sur entre guillemets autoroute, c'est une 4 voies, bien qu'on en soit sorti, on traverse Montauban par une 4 voies, et là la règle c'est 80 km/h pour les camions. Donc je me conforte à la règle, je roule à 80, et là c'est 800 tours minute. C'est vraiment au ralenti. Et on l'entend. Le moteur, parlons-en, cette sonorité du moteur, dès que vous tournez la clé, vous voyez bien que vous n'êtes pas dans un camion diesel. C'est pas rocailleux comme un moteur avec une compression assez forte en diesel. Ici, on est sur un moteur au gaz. Donc, qui dit moteur au gaz, dit injection commandée. C'est-à-dire, c'est comme sur une voiture essence. Vous avez une bougie qui vient faire l'étincelle pour déclencher l'explosion. Et ça, évidemment, ça a la conséquence de baisser la sonorité du moteur. Et c'est vrai qu'à l'utilisation, c'est plus feutré, c'est plus doux. C'est moins nerveux également. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même cette belle surprise où maintenant, ce 460 gaz de chez Scania offre un couple de 2300. Alors c'est vrai, c'est pas comme un diesel, vous n'avez pas une large plage d'utilisation. Ici, on est de 1000 à 1300 tours minute. On a ce couple maxi de 2300 Nm. Donc c'est moins étendu qu'un camion diesel, mais franchement, ça a fait des progrès. Et là, c'est pas désagréable. Honnêtement, c'est pas désagréable. On verra tout à l'heure, parce que je pense que dans l'étape 2, quand on va être dans le coin de Caylus, il risque de faire la grimace. Mais pour l'instant, dans ces conditions, franchement, on ne voit pas trop de différence entre un diesel ou un gaz. Allez, quelques mots tant que nous sommes sur l'autoroute, on va arriver vers Caussade, sur l'environnement, le nouvel environnement Scania. Alors c'est vrai, il y a eu ce fameux Smart Dash, il y a eu quelques bugs au départ, avec des blackouts ou en tout cas des mises à jour qui n'étaient pas vraiment au rendez-vous. C'est une histoire ancienne, faisons une table rase de tout ça. Aujourd'hui ça fonctionne. Et honnêtement, moi qui ai longtemps critiqué le Scania, qui était un peu pépère, qui avait encore son tableau de bord par rapport à la concurrence,
un peu old school. Eh bien là, chez Scania, ils ont fait les choses en grave. La tablette ici, c'est juste top. Il y a des boutons dessous, on n'est pas en exclusif numérique comme certains, il y a quand même des boutons. Je regrette quand même l'absence, par exemple, ceux qui ont roulé en Scania, il y a un bouton où clac, tu as l'éclairage général. Là, il faut quand même aller sur l'écran. Donc ça, ces petits détails, c'est pas si facile. Le cluster central, honnêtement, c'est vraiment bien. J'ai ma vitesse d'un côté, mon poids, les tours minutes de l'autre, et je peux configurer comme je veux. Donc ça aussi, c'est vraiment sympa. Et néanmoins, on conserve cette ergonomie Scania. Et ça, il n'y a pas à dire. Alors évidemment, certains diront ouais, Scania, Scania, mais ça reste une des références. Si tout le monde a fait énormément de progrès, et aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui soit vraiment en dessous des autres, hein, la considération du conducteur, elle a été prise en compte par tous les constructeurs. Et aujourd'hui, tout le monde a fait des efforts. Mais un Scania, ça reste un Scania. Ce volant, cette prise en main, cette ergonomie du poste de conduite, franchement, c'est toujours en haut du classement. Quelques mots sur les systèmes de sécurité de ce camion. Évidemment, GRS2, GSR2, hein, le pack traditionnel avec la régulation adaptative, la lecture des panneaux, tout le bip bip incessant lorsque vous arrivez sur une zone limitée en vitesse. Ça, on ne va pas refaire le topo là-dessus. Également sur ce Scania, la correction de trajectoire. Et ça, honnêtement, même si ça peut surprendre, si ça peut déranger, ça évite quand même quelques petites fautes d'inattention. Par exemple, vous êtes, vous voulez régler la température, la radio ou quoi que ce soit, vous déportez un peu, et bien clac, votre camion va vous ramener automatiquement sur le centre entre vos deux lignes, en tout cas, va vous remettre dans la bonne voie. Ça, pour l'autoroute, c'est quand même pas mal. Ça peut éviter des petites erreurs qui, soyons clairs, peuvent avoir de graves conséquences. Voilà, donc tous ces packs-là, ils sont obligatoires maintenant sur la plupart des camions. Alors la correction de trajectoire, pas forcément. Hein. L'alerte de trajectoire, elle est sur tout le monde. La correction, ce n'est pas le cas. Pour cela, il faut la direction électrique. Et là aussi, sur ce Scania, niveau direction, c'est vraiment top. On peut vraiment sentir son camion tout en ayant une facilité d'utilisation. Lorsqu'on repasse sur des versions qui n'en sont pas équipées, on voit clairement la différence. Au chapitre des petits détails et des petites nouveautés concernant le Smart Dash, un point, pour ceux qui ont eu des Scania, peut-être vous connaissez, auparavant votre GPS, il fallait une carte, une sorte de carte SIM que vous intégriez dans le lecteur pour les régions. Vous aviez la carte Europe, la carte, par exemple, si vous voulez aller pays de l'Est, etc. Et ça, c'était un peu ennuyeux. Aujourd'hui, le système GPS, il fonctionne tout autour du globe. Vous n'en avez qu'un seul, que vous soyez en Amérique du Sud, ici en Europe, en Russie ou ailleurs, ce n'est qu'un seul GPS. Et ça, pour ceux qui font l'international, c'est pas mal. Parce que perso, dans ma société, on avait des Scania, on a eu des Scania, on a toujours des Scania. Mais c'est vrai que quand on allait sur la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, ben, il fallait changer de carte. Et ça, c'était un peu ennuyeux. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous restez avec un GPS qui fait la terre entière. Et ça, c'est un petit détail, mais ça ne mange pas de pain. Allez, étape 1 terminée, nous sommes sortis à Caussade, vous connaissez notre itinéraire et la bonne nouvelle c'est que la pluie a cessé, ou en tout cas c'est bien calmé, on n'est plus dans l'orage de tout à l'heure, bien que le ciel soit quand même menaçant, on n'a pas de pluie incessante. Alors juste pour vous donner les premières indications, on a utilisé 15 kg de gaz sur cette première étape, ce qui nous donne une moyenne à 26 kg au 100 km. Voilà, donc c'est pas pareil, attention, que le diesel, le calcul n'est pas le même.
On vous expliquera tout ça dans l'article, puisque je rappelle que sur votre application mobile ou sur truckstop.fr, vous avez les articles écrits avec les photos, comme on avait avant dans un magazine papier, si ce n'est qu'aujourd'hui c'est numérique. Et côté photo, c'est pas mal, parce que vous verrez le résultat, c'est quand même autre chose. Et vous avez cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc n'hésitez pas évidemment à vous rapporter à l'application ou au site internet pour avoir plus de détails et le sujet écrit, parce que je sais que bien certains aiment quand même encore et toujours avoir de l'information en type magazine, et moi le premier. J'aime bien écrire mes sujets, donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts sur truckstop.fr. Voilà, on continue cette deuxième étape et comme vous savez, pour ceux qui suivent couramment nos vidéos, bien cette étape, elle est beaucoup plus difficile. La première, c'était de l'autoroute, c'était facile. Maintenant, Cossa de Rodez, c'est une autre histoire, mais ça, on va voir au fil des kilomètres ce qu'il en est. Les ronds-points, spécialité française, et autant vous dire qu'entre Caussade et Rodez, il y en a quelques-uns, surtout sur la première partie du parcours. Et bien là, c'est pas comme par exemple Mercedes. Si vous roulez avec le cruise control, il ne va pas relâcher, freiner, rétrograder tout seul. C'est le conducteur qui reste maître à bord. Donc on garde quand même la main sur le camion. C'est pas tout automatisé. Donc ça quand même, soyons clairs, beaucoup préfèrent. Et je peux comprendre, on garde la main, on reste maître de son véhicule. Petit inconvénient quand même ici, c'est les bip bip, parce que les bip bip pour les vitesses, c'est quand même très fréquent. Surtout que lui, le GPS, il voit départemental, il indique 60 km/h. Dans la vraie vie, on roule à 80 parce que c'est pas réellement des. Enfin, oui, certes, sur le panneau, il y a écrit départemental, mais on est à 80 et d'ailleurs, les radars déclenchent à 80. Donc, ça fait partie des petites adaptations que le camion, lui, il s'en tient à la règle. Donc, évidemment, on va avoir des bip bip. Concernant justement cette gestion adaptative que l'on pourrait appeler hors autoroute, en tout cas sur les routes départementales et nationales. Michael, mon démonstrateur, me dit attention, ça va pas tarder à arriver. Évidemment, Scania, comme tous les autres, travaille dessus. Donc, on peut s'attendre incessamment sous peu à avoir cette option, disons, de régulation interactive, même sur les départementales ou nationales, de façon à toujours augmenter la sécurité, entre guillemets. Allez, toujours dans les coulisses de nos essais, les enchaînements de ronds-points. Je préfère tout simplement enlever le cruise control et le faire en manuel. Ça nous permet de nous laisser glisser. Et niveau consommation, c'est sûr, on va avoir du gain parce qu'on se laisse rouler. Toujours dans les petits secrets, vous savez, ces bip bip incessants, c'est insupportable. Mais Scania, ils ont quand même un petit bouton au tableau de bord où déjà vous pouvez en supprimer pas mal. Par exemple, les survitesses liées à la lecture des panneaux, eh bien, vous avez l'alerte visuelle au tableau de bord, mais plus les 4 bips que vous avez entendus précédemment. Il reste des petits bip bip, mais pas les grosses alertes qui sont clairement insupportables. Et vous savez que je le répète souvent, trop de bip bip tue le bip bip, et tout simplement, eh bien heureusement, on peut les couper. Et c'est là où l'Europe devrait un peu comprendre, au lieu de vous fixer des règles idiotes, d'adapter par rapport à l'utilisation sur le terrain, ce serait bien plus malin. Allez, sur l'étape 2, arrivent les premières petites côtes. On n'est pas dans les Alpes, soyons clairs, mais on a les premiers coups de cul. Et bien souvent, on part sortie de village, par exemple Caussade ou Sept-Fonds, sortie de village et on grimpe. Et bien là, on s'aperçoit qu'évidemment, on est avec un 460 au gaz. On n'est pas avec un V8 770 de la marque. Donc évidemment,
On sent bien que ça force un peu plus, on est quand même sur le 10e rapport, mais on monte à 1400, 1500 tours. On vous l'a dit tout à l'heure, la courbe de couple, elle est relativement faible, c'est entre 1000 et 1300. Donc on vient plus chercher la puissance sur le haut, sur le haut des régimes, aux alentours de 1500. De toute façon, un camion au gaz, ça n'a pas le même tempérament qu'un camion diesel. Ça, c'est pas une nouveauté, on le savait. La nouveauté, c'est que quand même, il s'en sort un petit peu mieux. Également sur les images extérieures, vous avez pu remarquer, nous avons des rétroviseurs classiques, pas de rétrocaméra, en tout cas pas sur ce modèle. Et ça, dans les villages, lorsqu'on se croise avec les camions, j'en ai déjà fait la remarque, c'est un peu plus délicat parce que ici, par exemple dans cette fond, ça croise serré, donc il faut faire un peu plus attention. Les rétrocaméras, ça a des avantages, des inconvénients, mais le premier inconvénient des rétros conventionnels, c'est tout simplement le gabarit. Et c'est vrai que les old school préféreront, disons, ce type de rétrovision parce que c'est vrai qu'on y est habitué. Mais dans certaines situations, les rétrocaméras, c'est pas mal non plus. Très franchement, je suis amoureux de cette boîte de vitesse. Que ce soit G25, G33, cette fameuse 13 rapport Scania, elle fait un boulot. On est si loin des débuts de l'OptiCruise. L'OptiCruise, c'était un cauchemar au départ. Cette boîte robotisée, c'était un cauchemar. On en est très loin de tout ça. Elle est fluide, elle marche, disons, à la perfection. Elle rétrograde juste avant qu'il y ait un problème. Enfin, en tout cas, un changement de relief. Elle vient se mettre exactement au bon moment sur le bon rapport. Et ça, à l'utilisation, c'est juste génial. Elle, vous arrivez sur le haut de la côte, clac, elle passe l'overdrive, elle profite de l'inertie du camion pour se mettre en overdrive et donc se laisser glisser. Elle est très intuitive et franchement, même en interurbain comme ça, où on n'est pas sur autoroute, elle fait le taf. Je me suis programmé à 80, c'est des longues successions de montées, descentes, de vallons, ce n'est pas des réelles montées, mais franchement, elle est toujours au bon endroit et pour être au régime le plus bas possible. Et franchement, c'est quand même un gros changement et c'est peut-être ce qui fait d'ailleurs la différence avec ces camions au gaz, cette gestion de la boîte de vitesse. Vous voyez, la moindre petite décélération, clac, elle repasse en 12, elle est toujours dans le rythme et on garde un bon tempo, une bonne vitesse commerciale. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la belle surprise de ce camion au gaz, cette combinaison moteur-boîte qui fonctionne à merveille. Allez, un mauvais point, parce qu'il faut bien noter quand même les mauvais points. On a dit plein de bons points, mais un mauvais point. Eh bien, ce camion au gaz, il n'a pas de frein moteur. On n'a pas le CRB, le frein à décompression. On n'a pas tout ça. On est sur un moteur au gaz. Et on sait que ça pêche de ce côté-là. Il n'y a pas de vrai ralentissement du moteur. Mais sur celui-là, on a le retardeur, ce fameux retardeur Scania. Et ça, par contre, bien, ça reste le plus efficace du marché. Et autre point intéressant, comme sur tous les Scania, je viens programmer d'un coup de pédale ma descente à 50 km/h. Eh bien, le camion va faire le boulot. Il régule tout seul et sans toucher au frein, je vais descendre Keylus. Et croyez-moi, cette descente de Keylus à 40 tonnes, elle est toujours impressionnante. Eh bien, j'ai mis 45 pour être honnête, j'ai pas mis 50, même si pour les camions c'est 50, j'ai mis 45 km/h et je descends sans toucher au frein parce que j'ai l'Interder 4700, le plus costaud de chez Scania. Donc, d'un point négatif, le manque de frein moteur, bien il est résolu par l'addition du ralentisseur secondaire, de ce fameux frein hydraulique. Et là, avec le Scania, on est servi puisqu'on a quand même le meilleur du marché, le 4700, qui nous permet de passer dans une zénitude absolue, la traversée de Keylus, sans évidemment
toucher au frein. Si on a besoin dans Caylus, au centre de village, de passer à 30, parce que même si ce n'est pas obligatoire, franchement, je le préconise parce que c'est un petit village, eh bien on le fait dans une simplicité absolue avec le commodo du ralentisseur. Et là, on a une efficacité 100%. Scania compense un petit problème lié au type de moteur par une solution, le ralentisseur secondaire qui fait référence sur le marché. Allez, sur le bas de Caylus, je suis sur le 7e rapport, 2000 tours minutes, puisque je viens chercher les tours. Sur le retardeur, c'est le moteur gaz ou diesel, l'histoire est la même. Et maintenant, deuxième effet qui se coule. Je suis en bas carrément du village, je suis en 9e rapport, 1000 tours minutes. Et là, je sollicite le camion, c'est moi au pied qui remet les gaz de façon à remonter. Je remonte à 1500, 9e rapport, pour attaquer cette fameuse remontée de Caylus. Et là, on sait très bien que c'est un moment difficile. Et donc, il vient chercher 1500 tours minutes, 9e rapport. Il redescend, il se tasse à 1200 avant d'attaquer les épingles. Et là, je suis à 40 km/h. Là, on voit, il force, il n'est pas à son aise. Clairement, ce n'est pas son terrain de jeu favori. Je suis à 33 km/h dans les épingles. Alors certes, on peut guère passer plus vite, mais franchement, on voit bien que le camion, là, il est en difficulté. Et évidemment, ça va avoir un impact sur la consommation. En consommation instantanée, je suis à 170 kg. Donc ça, il ne faut pas trop le regarder. Mais en tout cas, il vient clairement chercher la puissance à 1500 tours. Donc je suis quand même obligé de relâcher. C'est un peu aussi la particularité du terrain. Et là, quand on est dans l'épingle, là clairement, il force. Vous le voyez peut-être sur les images extérieures, le drone qui était au-dessus de nous hier, puisque je répète qu'on a filmé hier. Aujourd'hui, c'est pire parce que la route est humide. Donc, dans les épingles, on a tendance quand même à devoir ralentir pour ne pas patiner. Mais en tout cas, même hier, quand on l'a fait sur le sec, c'est vrai que ce n'est pas un passage facile pour ce camion au gaz. Mais quoi qu'il en soit, il monte. Mais il monte sur une stratégie puissance, c'est-à-dire qu'il est quasiment tout le temps à 1400, 1500. Il alterne entre le 8e, le 9e rapport. Il vient chercher tout en haut, puisque le couple, ce n'est pas son fort, 2300 Nm. Je le répète, on n'est pas sur 2006, sur un équivalent diesel. Mais quoi qu'il en soit, il monte de façon quand même assez fluide, je dirais. On est aux alentours de 40 km/h, ce qui n'est pas si mal, parce que rappelons qu'on est à 39 tonnes, donc on est proche des 40 tonnes. Et même dans les épingles, on doit, entre guillemets, soulager l'accélérateur pour ne pas faire patiner les roues. Mais en tout cas, malgré tout, on a connu pire. Et ce camion au gaz, alors même s'il n'est pas dans son élément, il n'est pas ridicule parce que je ne vais pas dire du mal de certains concurrents, mais avec certains camions diesel, on n'est pas monté mieux. Donc au final, je dirais qu'il fait le boulot tout en conservant son allure de croisière. Dans des moments difficiles, il arrive à garder la tête haute. Allez, si je dois faire un bilan de ce passage de Caylus, eh bien, je dirais la descente, c'était top, puisque j'avais mon retardeur, donc même si j'ai pas de frein moteur, le camion s'en sort. Et la remontée, là je suis sur la fin de l'ascension, et là où ça commence à bien rouler, eh bien ma foi, il n'est pas ridicule pour un camion au gaz. Et agréable surprise, sur la fin, il remonte les rapports les uns après les autres et assez vite. Je suis déjà à 65, je ne suis pas encore en haut, en tout cas à la fin de cette ascension, je suis déjà à 65, en 11e rapport. Alors c'est clair, il est venu chercher la courbe de puissance, il est aux alentours de 1400, 1500 tours. Il ne va pas jouer le couple, ce n'est pas son point fort. Donc il vient chercher les 460 chevaux, les utiliser. Je ne sais pas ce que ça donnera en termes de consommation.
En consommation instantanée, évidemment, quand il force, je suis haut, mais ce serait pareil avec un diesel. Mais en tout cas, sur ce passage-là, je vais dire que je suis très agréablement surpris par ce 460 gaz, je répète, CNG, parce que, eh bien, malgré tout, il s'en est plutôt bien sorti. Je dirais même qu'il a fait mieux que certains diesels de la concurrence. Donc c'est ça peut-être le vrai changement. Et par rapport au 410 ancienne version, on voit que ce 460, eh bien, il n'a pas à rougir. Il fait le boulot, même si évidemment, on le répète, on n'est pas avec un V8 770, mais c'est pas le même tarif non plus, ce camion par rapport au 770. Allez, encore un petit point négatif sur ce camion. Vous savez que j'aime être transparent et quelle que soit la marque, même si certains disent il aime plus ça que ça. Évidemment que j'ai des convictions et des attachements, mais en tout cas dans mon job de journaliste, j'essaye d'être le plus neutre possible. Et ce Scania, il lui manque un truc. Il lui manque l'éco-roll sur le gaz, enfin en tout cas sur ce modèle, pas d'éco-roll. Et c'est dommage, parce que je suis sûr que sur ce terrain, on aurait pu optimiser. Alors oui, il se laisse glisser en overdrive, on descend à 800 tours, suivant la vitesse à laquelle on est, mais l'éco-roll aurait permis de descendre sur pas mal de kilomètres à zéro, ou en tout cas avec le régime moteur le plus bas possible. Eh bien, il n'y est pas sur ce camion. Alors, je ne sais pas, il faudra que je me renseigne. Là, Michael ne sait pas me dire si c'est sur tous les gaz ou spécifiquement sur celui-là. En tout cas, c'est vrai, le Corolla, c'est une option, ce n'est pas forcément valide sur tous les camions. Et celui-là, il n'en dispose pas. Et je pense qu'en termes de consommation, on aurait pu gratter un petit peu sur la conso générale, parce que sur ce terrain, eh bien, on aurait pu se laisser glisser bien plus. Voilà, c'est un petit détail, mais un détail qui a son importance. Et vous savez que j'aime bien dire les choses. Donc, ceci est dit maintenant. Ça y est, départ de l'étape 3, donc on part de Nusse, et si la pluie s'était calmée passé un moment, eh bien la coupure a eu raison du beau temps, et c'est de nouveau de la pluie, et plutôt sévère, donc ça va réellement avoir une incidence. Alors certes, les images extérieures ne seront pas du tout raccord aujourd'hui, puisque hier on avait la chance d'avoir une météo clémente, et bien aujourd'hui il faut faire avec, il faut composer, et évidemment ça fera consommer. On aura sûrement une consommation plus élevée que la moyenne. Mais bon, c'est ainsi. Pour l'instant, sur le global temporaire, puisqu'on va énormément perdre, évidemment, sur cette troisième étape qui laisse glisser. Ah, le bip bip. Hop, voilà, plus de bip bip. Un petit coup au tableau de bord. Évidemment, à chaque fois que vous éteignez le moteur, toutes les alertes reviennent. Mais Scania a quand même prévu une intervention beaucoup plus facile que certaines des concurrents. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc je vous disais, la consommation, elle va baisser sur la troisième étape, puisque de Rodez, on va filer par la 88 sur Albi. Et là, honnêtement, c'est plutôt cool niveau consommation. Donc on s'en dit plus tout à l'heure. Pour l'instant, départ sur cette troisième étape. Sur la troisième étape, donc, qui nous mène entre Rodez et Albi, vous savez, c'est cette fameuse N88, mais qui est aujourd'hui en réalité de l'autoroute, puisque c'est une 4 voies. Eh bien là, j'ai programmé mon camion à 85 et la descente 90. Vous savez, c'est Scania, c'est juste génial. Au volant, vous pouvez programmer votre cruise control et également la vitesse à laquelle vous souhaitez descendre. Donc j'ai mis 85, 90 et je laisse faire. Et là, c'est vrai que le camion, il va gérer tout seul, il va enclencher son retardeur tout seul. On voit qu'il vient monter dans les tours pour stabiliser, parce que cette portion-là, c'est vrai qu'elle est assez roulante. On va faire baisser la consommation, on est sur de la descente, mais il ne faut pas non plus passer en survitesse. Et le fait de programmer à 90, eh bien, le camion va gérer tout seul. Et une fois de plus, la G25, cette transmission Scania, elle va faire le boulot elle-même, elle va gérer son rapport de façon à avoir la meilleure retenue. Le retardeur 4700,
il est indispensable sur un moteur au gaz, parce qu'autrement, on n'arriverait pas à réguler comme ça. Et soyons clairs, on a quand même moins de retenue que le même retardeur 4700 avec un moteur diesel. On n'a pas le même ratio, mais en tout cas, ça fait le boulot. Et ici, c'est très agréable, puisque c'est lui qui va gérer son rythme. Et on le voit, sur les descentes prolongées, on reste à 90. Il est sur le 12e rapport. Il se situe allez, entre 1002 1500 tours minute s'il y a besoin de plus de retenue. Mais c'est lui qui va gérer la puissance du ralentisseur secondaire. Il va le faire tout seul. Et du coup, nous, on n'a pas trop à se soucier de la survitesse. Le camion va le gérer et on se laisse glisser. Et là, je vois la consommation baisser, ce qui sera peut-être pas mal à la fin, même si, je tiens à le préciser, la météo, c'est toujours pas ça. Et là, ça va réellement avoir une incidence parce que bien, on n'a jamais eu de portion réellement sèche, même si parfois il s'est arrêté de pleuvoir, ça reste humide. Alors oui, ce ne sera pas raccord avec les vidéos extérieures, mais au moins vous avez les belles images d'hier quand il faisait beau. Avant d'arriver sur Toulouse, je profite de ce moment d'accalmie, en tout cas sur un terrain facile où on peut laisser faire le camion, pour parler plus généralement du gaz. Et pourquoi le retour du gaz? Parce que, soyons clairs, il y a eu une époque gaz, 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 on parlait que gaz. Alors c'est vrai que certains lobbying du gaz poussaient là-dessus. On sait que le gaz est critère 1, ça permet les accès au centre-ville, ça émet moins de CO2, mais attention, le biogaz est réellement vert. Parce que le gaz naturel, soyons clairs, il vient du sol, c'est juste une couche différente du pétrole, mais c'est toujours du fossile. Donc il y a un peu d'hypocrisie derrière tout ça. Parce que soyons clairs aussi, quand on est à la station, on a souvent le choix entre bio ou non bio. Eh bien, si on regarde, on reste quelques instants à la station, on voit les camions qui passent, et comme il y a une différence de prix, eh bien, tout le monde va au non bio, parce qu'il y a une question de rentabilité derrière. Alors oui, les chargeurs vous obligent parfois à passer au carburant alternatif. C'est le cas des grands groupes comme Casino, Carrefour, Auchan, tous les grands donneurs d'ordre. Ils vont vous pousser à aller vers le gaz. Mais faut-il encore se poser les vraies questions? Est-ce qu'on est réellement obligé de passer au bio ou pas? Ça, soyons clairs, on pourrait avoir de longues discussions là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que le prix du gaz, celui qui est affiché à la pompe, il est souvent pas vraiment en relation avec celui que vous payez vraiment, puisqu'il suffit d'avoir des abonnements chez Air Liquide, chez Engie, chez tous les fournisseurs de gaz pour avoir des tarifs préférentiels. Et ça aussi, c'est difficile, là, comme ça, nous, à la pompe, de juger. On le voit réellement à l'exploitation. Ce qui est sûr, c'est que le gaz, ça offre une alternative au diesel, une alternative écologique, mais, car il y a un mais, faut-il encore utiliser du biogaz? Et ça, soyons clairs, déjà des stations, il n'y en a pas partout, et des stations qui proposent les deux, il y en a encore moins. Alors la seule certitude qu'on ait, sur du GNC en comprimé ici, c'est plus facile d'utilisation, il y a moins de contraintes, on n'a pas la cryogénie à moins 140 degrés qui est comme le gaz liquéfié, mais on a également moins de rayons d'action. Ici, sur ce camion, on va faire 700 km sans problème. Avec un gaz liquéfié, on peut atteindre 1000, 1500, suivant la capacité de vos réservoirs, vous avez plus de rayons d'action. C'est vraiment chaque utilisation et chaque mission du camion qui va définir quel modèle choisir. Mais une fois de plus, je ne suis pas là pour vous dire passez au gaz, passez au diesel, au biodiesel ou encore même à l'électricité. Le mix énergétique est une réalité. Plusieurs solutions se proposent, mais on voit aussi que la politique influe. Parce que lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, en tout cas le début de la guerre en Ukraine, on a vu le prix du gaz exploser et les commandes de camions baisser. Les constructeurs proposent, alors certains constructeurs, parce que d'autres pas du tout, mais Scania par exemple propose aussi bien de l'électricité, du gaz GNL, GNC, ou bien du diesel, biodiesel, B100, HVO, toutes sortes de solutions. Mais soyons clairs, c'est vraiment le client à la fin qui va choisir et souvent dicté par les
demande du donneur d'ordre. Et c'est là où en France, la politique influe beaucoup, parce qu'on pourrait débattre des heures et des heures. Idem pour le B100. C'est quoi la blague? Le B100 critère 1, le HVO pas critère 1? Soyons clairs, il y a quand même des décisions politiques qui demanderaient à être nettoyées. Mais ça, c'est pas à nous de juger. Nous, on est là pour essayer des camions. Donc, contentons-nous d'essayer des camions. Et la seule chose que je puisse dire, le GNC de chez Scania en 460, eh ben, ça fait changer quand même l'image du camion au gaz. Parce que franchement, avant, c'était pas glamour à conduire. Et là, honnêtement, c'est plutôt correct. Je profite du passage devant le circuit d'Albi pour vous dire quelques mots sur la météo. Et franchement, c'est incroyable. On s'est arrêté, alors vous voyez peut-être les cheveux, on s'est arrêté 5 minutes boire un café et on a pris une rincée. Il y a des orages, des éclairs, ça tonne dans tous les sens. C'est vraiment un contraste avec ce qu'on a eu hier pour les vidéos. Aujourd'hui, il pleut très fort et je suis du coin, la région d'Albi, ça me connaît et honnêtement, il pleut rarement comme ça. Même Michael, notre démonstrateur suédois, me dit ah oui, il fait pas semblant ici quand il pleut. Eh ben non, il fait pas semblant. Et c'est vrai que ça va avoir une incidence. Vous le voyez sur les images extérieures, on est sur la rocade, enfin en tout cas la traversée d'Albi, et vous voyez, il pleut des cordes. Donc oui, ça aura bien une incidence à l'arrivée. Mais bon, nous verrons bien tout à l'heure en faisant les comptes. Mais c'est clair que toute cette eau sur la route, ça fait de la résistance aux pneus et donc ça augmente la consommation. Ça y est, dernier kilomètre avant d'arriver sur Toulouse et dernier coup de cul. Et on a ces fameuses montées avant la sortie Montastruc et juste avant d'arriver sur l'Union, on a ces dernières petites montagnes russes up and down. Donc alors c'est pas non plus l'Himalaya, soyons clairs, mais ça vient un peu faire réaugmenter au dernier moment la consommation qui était très bonne, puisque c'est vrai que quand il déroule ce camion, quand il est sur le plat, ce qui est le cas quand on vient d'Albi, eh bien on voit que ça ne consomme pas du tout. Et ça, c'est pas étranger non plus à l'utilisation du nouveau pont, cet essieu arrière Scania, ce fameux R756, c'est celui qui fait partie de la combinaison super. Vous savez, c'est un moteur boîte pont super. Alors ici, on a un moteur au gaz, donc c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est ce pont à faible retenue. En tout cas, ici, avec un rapport assez court, mais lié évidemment à l'utilisation de ce moteur gaz. Mais quand vous avez un ratio très long de pont, vous êtes vraiment dans des tours minutes très très bas, puisqu'on le rappelle, on a cette fameuse boîte 13 vitesses. Voilà, c'est réellement ça, la combinaison de la chaîne cinématique, l'association moteur-boîte-pont, qu'il vous faudra définir pour voir ce qui correspond le mieux à votre utilisation, en fonction évidemment de la charge du camion et surtout de l'itinéraire le plus fréquenté. Ici, sur notre parcours Occitanie, le gros avantage, c'est qu'on décompose en 3 étapes de façon à avoir justement 3 types de routes différentes, puisqu'on a une première très plate sur autoroute, une deuxième très accidentée et sur départementale nationale, et cette troisième qui est un mix des deux. Voilà. C'est aussi l'intérêt d'avoir choisi ce parcours Occitanie, d'être le plus transparent possible et vous donner le plus d'infos. On termine les derniers kilomètres, il ne pleut plus, alléluia, et on va faire la conclusion au centre routier, mais pas à la station habituelle gasoil, juste à côté, derrière le garage Scania justement, pour avitailler en gaz, et gaz comprimé, je le répète. Eh bien voilà, ça y est, avec Michael, nous venons de terminer l'avitaillement. Alors, petit détail, gaz comprimé, donc bas de pays, on peut être en manche courte, pas besoin d'avoir le masque, les gants et tout ce qui s'ensuit. Et notre Scania vert, bien, il est vert, mais tout est relatif, parce qu'ici, on n'est pas en biogaz, donc il est à moitié vert. Mais en tout cas, les résultats, eux, ils sont plutôt bons, malgré la pluie.
Alors, je vais vous donner les chiffres. Bon, pour nos 355 km du Tour, on a fait 115 kg de gaz, donc on est à environ, allez, un peu moins de 32 litres, 32 kg au 100 km. Donc ça, c'est plutôt pas mal, même pas mal du tout. En timing, on est un peu haut, évidemment, hein, on n'a pas le rendement d'un gros diesel. Mais à ces chiffres, il va falloir enlever minimum 1 kg au 100 km, voire 1,5 kg au 100 km à cause de la pluie. Parce que la pluie, ça nous a handicapés. Alors c'est vrai, elle a cessé, mais on a eu quand même des gros orages et ça, c'est handicapant. Juste un point, ça, ce sont les consommations de l'ordinateur du camion. Pourquoi? Parce que quand on avitaille à nouveau, eh bien, on a une différence entre les pressions de gaz et c'est ça que l'on ne sait pas vraiment. Alors, pour Iveco et Scania, encore ça va. La machine ne vous en reprend pas trop. Parce que pour pouvoir avitailler, il faut pouvoir redescendre à la bonne pression et donc reprendre du gaz. Et tout ça, ce n'est pas très clair dans les calculs, hein. Mais bon, si on se prend sur les valeurs théoriques du camion, ce Scania 460, il s'en sort. Mais surtout, le point important, c'est qu'il a changé ma façon de voir un camion au gaz. Jusqu'à présent, soyons clairs, ce n'était pas des dragsters. Alors, on avait vu récemment un Iveco 500. Vous vous rappelez, on avait fait Dunkerque, Irun. Là aussi, on avait été surpris par la capacité de ces camions et le rendement. C'était quand même bien amélioré. Bien, on voit une chose, c'est que les dernières générations de camions gaz, ils sont bien plus performants et bien plus plaisants à conduire. Et c'est la seule chose que je vais retenir, le plaisir de conduire qui augmente, parce qu'avant, honnêtement, c'était une punition. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, quant à vous dire s'il faut choisir du gaz, de l'électricité ou bien du diesel, ça, ce n'est pas mon boulot. La seule chose que je peux vous dire, c'est que tant qu'on n'aura pas une politique claire de nos chers dirigeants pour avoir un transport vert et durable, eh bien, ce sera toujours le même cinéma. Parce que là encore, OK, on est en gaz, mais on n'est pas en biogaz. Donc, l'impact sur l'écologie, il est théorique. Économie, écologie, c'est presque pareil, si ce n'est qu'au milieu, ben, y en a qui font leur beurre. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter bonne route, soyez prudents et à très vite. Et n'oubliez pas, truckstop.fr, au-delà du média, c'est aussi un club communautaire, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Vous verrez, il y a plein d'avantages. Truckstop.fr, à très bientôt.